Te voilà dans le thème 2 de ton programme d'histoire de la classe de troisième qui s'intitule Le monde depuis 1945. Tu peux en noter le titre en rouge dans ton cahier avant de passer à la diapositive suivante avec le titre du chapitre. Passe à la diapositive suivante. Tu es donc dans le chapitre 5, Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Notes-en le titre et une petite explication sur le mot bipolaire. Cela signifie qu'il y a deux pôles. On ne fait bien évidemment pas la référence à une maladie psychologique. Change de vignette pour arriver à la problématique que tu peux également noter. Problématique, comment la guerre froide coupe-t-elle le monde en deux blocs? Une fois que tu as noté la problématique, passe à la vignette suivante. La vignette suivante est un plan d'ensemble du grand 1 de ton cours. Zoom sur le titre du grand 1 en changeant de vignette. Note-le dans ton cahier. Grand 1, la situation du monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Change de vignette pour le grand A. Grand A, la création de l'ONU. La vignette suivante à laquelle tu peux passer est un texte. Il s'agit du préambule, c'est-à-dire du début, de la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco. J'en fais la lecture, suis avec moi. Préambule. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants réunis en la ville de San Francisco et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. Tu peux changer de vignette pour aller vers la première trace écrite. Au lendemain de la guerre est créée une organisation voulue par les vainqueurs dans le but de maintenir la paix dans le monde. En octobre 1945, 51 États signent la Charte de San Francisco qui fait naître l'Organisation des Nations Unies. En changeant de vignette, tu peux voir l'organigramme de cette Organisation des Nations Unies. Nous n'allons pas le regarder en entier, mais tu as là l'organigramme actuel, avec certains organes de l'ONU que tu vois en bas à gauche, comme le HCR, qui veut dire Haut Commissariat aux réfugiés, et dont on entend beaucoup parler ces dernières années, avec la crise dite migratoire. Tu as aussi, toujours dans la même case, les institutions qui collaborent avec l'ONU, comme l'UNESCO, dont le siège est à Paris, et qui se charge par exemple de ce qui concerne la culture. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est ce qu'il y a au centre, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale compte aujourd'hui 193 membres, donc en 1945 il n'y en a que 51, et dans cette Assemblée générale, chaque pays a une voix. Mais il y a aussi quelque chose de plus intéressant pour nous, c'est ce qui est en rouge, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est composé de 15 pays. Parmi ces 15 pays, 10 sont des membres non permanents élus pour 2 ans du Conseil. Mais tu vois aussi qu'il y a 5 membres permanents avec un droit de veto. Ces 5 membres permanents sont la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce qui est assez intéressant à avoir en tête, c'est que ces 5 pays, quand on y réfléchit bien, sont en fait les vainqueurs de la guerre. Et ce qu'on appelle leur droit de veto, c'est que si le Conseil de sécurité prend une décision, un seul de ces pays peut, en mettant son droit de veto, bloquer la prise d'une de ces décisions. Les exemples les plus récents qu'on puisse avoir en tête concernent par exemple le conflit en Syrie, où systématiquement, quand une résolution était prise, la Russie ou même la Chine s'y opposaient, ce qui a bloqué des décisions de l'ONU sur la question du conflit syrien. Tu vas pouvoir changer de vignette pour noter ce qui suit. Si à l'Assemblée générale, qui rassemble tous les pays, chaque État possède une voix,
Les décisions importantes sont prises par le Conseil de sécurité. Il compte 5 membres permanents, les vainqueurs de la guerre contre l'Allemagne et le Japon, qui ont plus de poids grâce à leur droit de veto. Tu peux changer de vignette pour arriver sur le titre du grand B que tu notes. Grand B, la création de 2 blocs. La vignette suivante est une carte sur laquelle tu vas revenir plusieurs fois. Elle te montre d'abord que le monde à cette époque-là est divisé finalement en 2 grandes parties. Tu as ce qui est en rouge et en rose, et ce qui est en bleu foncé et en bleu clair. D'un côté, tu le vois, ce sont les alliés des États-Unis, de l'autre, les alliés de l'URSS. Tu peux donc changer de vignette pour aller vers une trace écrite que tu notes dans ton cahier. Progressivement, la rivalité entre les 2 grands vainqueurs, États-Unis et URSS, amène à une séparation du monde en 2 blocs. Les États-Unis et leurs alliés d'un côté, l'URSS et ses alliés de l'autre. Change de vignette et reviens sur la carte sur laquelle tu étais précédemment. Tu as donc vu que sur la carte, il y a des pays en bleu, d'autres qui sont plutôt en rouge, et tu te rends compte que parmi ceux qui sont en bleu, certains sont en bleu foncé, de la même façon pour ceux qui sont en rouge, certains sont en rouge foncé. Pour ceux qui sont en bleu foncé, tu peux regarder dans la légende, ce sont les pays membres de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'une alliance militaire mise au point par les États-Unis avec leurs alliés dans le but de pouvoir se défendre contre une éventuelle agression de l'URSS. De la même façon, l'URSS a créé autour d'elle, avec des alliés qui ont été plus ou moins forcés d'y adhérer, ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. C'est exactement la même chose, mais côté soviétique, c'est-à-dire une alliance défensive militaire. Tu peux donc changer de vignette pour arriver à la diapositive suivante. Chaque camp s'organise avec une alliance militaire, un programme d'aide économique et des idées politiques. Tu peux changer de vignette pour revenir à nouveau sur la carte que l'on évoquait. Cette carte te montre aussi des étiquettes jaunes. Ces étiquettes correspondent à des crises importantes et des conflits importants pendant la période de la guerre froide. Il y en a dans la zone caribéenne avec Cuba en 1962, en Asie avec la Corée entre 1950 et 1953, le Vietnam entre 1963 et 1975. Et puis tu vois que Berlin va être également le siège de plusieurs crises entre 1948 et 1949 et 1961. L'Europe, effectivement, est au centre des questions de la guerre froide et de nombreuses tensions y ont lieu. Et on pourrait presque dire que la guerre froide, finalement, démarre en Europe et même à Berlin. La diapositive suivante te montre ainsi une caricature américaine qu'on appelle le Pinbricks Duel, c'est-à-dire le duel des têtes d'épingle. Cette caricature représente 2 dirigeants de l'époque. Tu as à gauche le président américain Harry Truman et à droite le chef du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Staline. Tu vois que ces 2 personnages sont armés jusqu'aux dents. Staline porte des grenades à la ceinture, il a une mitraillette en bandoulière. Truman, lui, porte aussi une mitraillette, il a un couteau, un revolver, et même, tu le vois accroché et ça rayonne, avec le mot atome écrit à l'intérieur, une bombe atomique. Les 2 dirigeants se battent dans les ruines de la ville de Berlin, qu'on voit sous les pieds notamment de Staline. Or, quand ils se battent, c'est uniquement avec des épingles, avec des aiguilles. Cela veut bien dire que même si ces 2 dirigeants sont surarmés, leur duel, parfois, est surtout un duel de mots. La guerre froide, ça va aussi être ça. Et justement, comme Berlin est le siège de ces tensions, c'est par l'Allemagne que l'Europe va se couper en 2 et va tomber, c'est ce que Winston Churchill, l'ancien ministre britannique, appelle le rideau de fer. Ce rideau de fer va séparer l'Europe jusqu'aux années 1990. Tu peux donc changer de diapositive pour noter la trace écrite suivante. L'Europe est coupée en 2 parce que l'ancien Premier ministre anglais Winston Churchill nomme le rideau de fer. Une fois que tu as noté la trace écrite, tu peux passer au grand 2, en noter le titre, grand 2, chronologie de la guerre froide, 1948-1991. Tu as, en changeant de vignette, une fiche qui s'appelle fiche numéro 1, chronologie de la guerre froide. Attention, tu ne dois pas tout recopier sur ton cahier, cela va être beaucoup trop long. Tu vas faire la chose suivante. Tu recopieras d'abord la définition de la guerre froide qui est donnée. Puis après, pour chaque événement important, tu en noteras la date et en fait simplement les 3 mots qui suivent. Le reste, tu dois l'apprendre, mais le recopier serait trop long. La feuille te sera donnée plus tard. Tu dois donc d'abord noter la définition de la guerre froide. Il s'agit de l'affrontement entre les 2 superpuissances mondiales et leurs alliés, constitués en blocs.
on parle de guerre froide, car l'affrontement n'est jamais direct. Ensuite, au niveau de la chronologie que tu peux trouver, il y a, tu le constates, 9 dates. Sur les 9 dates, il y en a 6 qui sont surlignées en jaune. Je les ai surlignées en jaune parce qu'elles correspondent en fait aux étiquettes que tu as sur la carte que nous avons vue précédemment. J'en ai rajouté 3 qui sont essentielles pour comprendre la fin de la guerre froide. La première date, 1948, il s'agit du blocus de Berlin. Tu ne notes donc que la date et blocus de Berlin. Ce qu'on appelle le blocus de Berlin, c'est le moment où les Russes, qui occupent la partie est de la ville, tentent de bloquer le ravitaillement de la partie ouest occupée par les Américains. Le blocus échoue, car les Américains ravitaillent la ville par avion. Cela, c'est une des premières tensions extrêmement fortes entre Russes et Américains. Tu dois savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Une zone Est, qui est dirigée par les Russes, une zone Ouest, qui est dirigée par les Américains, les Français et les Anglais. La ville de Berlin se trouve dans la partie Est, mais elle est aussi séparée en 4 zones. Une zone Ouest qui est sous la coupe des Américains, des Français et des Anglais, une zone Est qui est sous la coupe des Russes. Bien évidemment, comme la ville se situe dans la partie est du territoire allemand, occupé par les Russes, et que pour les Russes, la ville est un symbole extrêmement important, et que c'est eux qui ont pris la ville de Berlin en 1945, ils essayent par le blocus d'en chasser les Américains. Mais cela échoue. La conséquence, c'est la date suivante. Tu peux la noter, 1949, l'Allemagne est coupée en 2 États. Conséquence de l'échec du blocus, les Soviétiques décident que la partie de l'Allemagne qu'ils occupent doit devenir un État à part entière. C'est la RDA, pour République démocratique allemande. En réaction, la partie ouest de l'Allemagne devient la RFA, République fédérale d'Allemagne. Berlin est en RDA, mais toujours coupé en 2. On change ensuite de continent. 1950-1953, tu peux le noter, c'est la guerre de Corée. Les Coréens, soutenus par l'URSS, tentent d'imposer un régime communiste dans la péninsule coréenne. Les États-Unis et leurs alliés, mandatés par l'ONU, débarquent pour repousser les communistes. La guerre se termine par la séparation du pays en 2. C'est d'ailleurs aujourd'hui encore ce pourquoi tu as une Corée du Nord et une Corée du Sud. Sache que les Nord-Coréens se considèrent toujours en guerre contre les États-Unis et la dictature fait en sorte de maintenir la population dans une situation où la guerre est un horizon immédiat. On passe en 1961 et on revient vers l'Europe et vers Berlin. 1961, note la date, c'est la construction du mur de Berlin. Face aux fuites importantes d'habitants de Berlin-Est, occupés par les Russes, vers Berlin-Ouest, occupé par les Américains, les autorités est-allemandes et russes décident de construire un mur qui coupe la ville au niveau des zones d'occupation. Quand on parle de mur, il s'agit véritablement d'une frontière quasiment infranchissable. Il y a un mur fait de béton, mais devant, dans la partie russe, il y a aussi une sorte de no man's land, parfois miné, que les gens ne peuvent pas traverser. Quand on s'approche du mur, il y a des policiers qui ont ordre de tirer sur les gens qui tenteraient de s'approcher pour passer de l'autre côté. Il y a donc une frontière véritable qui se crée dans la ville de Berlin. On passe à 1962, tu peux en noter la date, il s'agit de la crise des missiles à Cuba. On change de continent, on va, pour la seule et unique fois d'ailleurs, vers le continent américain. Cette crise des missiles à Cuba, c'est la chose suivante. L'île des Caraïbes est communiste depuis la fin des années 1950. Les soviétiques ont entrepris d'y créer des sites de missiles. Et stratégiquement, Cuba est proche des États-Unis. Les Américains se rendent compte du danger et menacent directement les Russes d'intervenir. C'est un moment de tension extrême, mais les Soviétiques abandonnent finalement leur projet. On passe à la date suivante, 1963-1975, il s'agit de la guerre du Vietnam. Comme dans le cas de la Corée, les Américains viennent en aide aux Vietnamiens, qui s'opposent à la mise en place d'un régime communiste. Très meurtrière, la guerre s'achève avec le retrait des États-Unis et l'installation des communistes. C'est une défaite pour les États-Unis. Tu dois d'ailleurs savoir que cette défaite va traumatiser profondément la société américaine et que de nombreux films montrent que le traumatisme lié au Vietnam est important. Le vétéran du Vietnam, c'est-à-dire l'ancien combattant du Vietnam, ça devient même une figure populaire de la culture américaine. Tu l'as par exemple même dans Les Simpsons, où le proviseur du lycée de Bart et Lisa, le proviseur Skinner, est un ancien de la guerre du Vietnam, et plusieurs épisodes montrent le traumatisme qu'il a subi. De la même façon, toujours dans Les Simpsons, tu rencontres fréquemment un personnage à qui il manque un bras, qui a systématiquement une cigarette accrochée à la bouche et qui a l'air assez sale. On est là aussi dans la figure typique
du soldat mobilisé pendant la guerre du Vietnam, qui a été blessé gravement et qui revient donc complètement traumatisé. C'est donc quelque chose de très important pour les États-Unis, et puis c'est surtout la première défaite militaire qu'ils vont connaître. On passe ensuite à 3 dernières dates qui concernent essentiellement la fin de la guerre froide, mais qui ne sont pas sur la carte que tu avais tout à l'heure, c'est pour ça que les dates ne sont pas surlignées en jaune. Il s'agit tout d'abord, entre 1979 et 1989, de la guerre d'Afghanistan. L'URSS intervient en Afghanistan pour aider à la mise en place d'un régime communiste. Les résistances locales sont fortes et violentes, les appels à la guerre au nom de l'islam face au communisme sont entendus et amènent à une guérilla qui chassera les Russes après 10 ans d'une guerre très violente. L'URSS, déjà très mal en point économiquement, sort du conflit très affaibli. En 1989 toujours, c'est la chute du mur de Berlin. Face à l'affaiblissement de l'URSS, les Allemands de l'Est manifestent et s'opposent à la situation politique. De plus en plus d'entre eux parviennent à passer en Allemagne de l'Ouest. La chute du mur permet la réunification de l'Allemagne en octobre 1990. La réunification, cela signifie que la RDA et la RFA cessent d'être 2 pays séparés et ne forment plus qu'un. Enfin, 1991, c'est l'effondrement de l'URSS. La rivalité épuisante avec les États-Unis, la guerre d'Afghanistan, la chute du mur de Berlin et des événements internes importants achèvent d'affaiblir l'URSS qui s'effondre en décembre 1941. C'est de fait la fin de la guerre froide. Tu dois d'ailleurs rajouter le mot c'est la fin de la guerre froide car je l'ai oublié dans la fiche. Cela signifie concrètement que la guerre s'arrête en fait faute de participants. L'URSS ne peut plus rivaliser avec les États-Unis. Je te l'ai dit dans la description, plusieurs éléments ont joué. Parmi les éléments internes, j'en cite un que tu n'as pas forcément à retenir, mais dont tu as peut-être déjà entendu parler. En 1986, dans une usine nucléaire de la partie ukrainienne de l'URSS, il y a une explosion qui va créer un accident nucléaire sans précédent. On sait que ça va être quelque chose de très très dur à gérer pour le pouvoir russe, et ça va surtout miner l'influence du pouvoir russe. C'est-à-dire que les habitants de l'URSS vont avoir tendance à se méfier de plus en plus de ce pouvoir qu'ils n'aiment déjà pas forcément beaucoup, et ça fait partie des éléments internes qui précipitent la fin de l'URSS. Une fois que tu as noté donc à chaque fois la date et les 3 mots de description rapide pour chaque événement, attention, en prenant en compte aussi les événements qui ne sont pas surlignés en jaune, tu peux changer de vignette pour passer sur la 3e et dernière partie du cours. La vignette suivante te montre le début du Grand 3 dans son ensemble. Tu peux zoomer sur le titre, tu le notes, Grand 3, l'Europe dans la guerre froide. Tu peux changer de vignette pour aller vers le Grand A et le noter également, Grand A, Berlin, ville symbole. Avant de changer de vignette, tu vas avoir ici à réaliser un exercice type brevet. Des documents, répondre à des questions, et ensuite faire un exercice d'écriture assez simple, qui n'est pas totalement un développement construit parce que ce serait plus long, mais en respectant les données classiques du développement construit. Tu peux donc changer de vignette pour aller vers la consigne qui est la suivante. À partir des documents et des réponses aux questions, montrer que le blocus de 1948 et la construction du mur font de Berlin un enjeu symbolique de la guerre froide. En changeant de vignette, tu vas vers la fiche numéro 2, qui s'intitule donc Berlin, lieu symbolique de la guerre froide, le point de vue américain. Tu as donc une fiche avec 4 documents sur lesquels je vais revenir, et quand tu passes à la vignette suivante, tu peux voir qu'il y a des questions. Il y en a 7 auxquelles tu dois répondre. Ce que tu vas faire maintenant, c'est revenir sur la fiche sur laquelle tu trouves les 4 documents pour les regarder et répondre aux questions. Tu couperas ensuite la lecture de ce commentaire, puisque suivront les réponses, les corrections à ces questions. Nous reprenons donc avec la correction des questions qui te sont posées. La première question était la suivante, document 1, en 1948, où se trouve Berlin et comment est administrée la ville? C'est la carte qui te permet d'y répondre, même si tu as déjà vu dans le commentaire précédent que tu avais des éléments de réponse. Berlin se trouve donc dans la partie est de l'Allemagne, la partie qui est occupée et administrée par les soviétiques. D'accord? Donc ce sont les soviétiques qui occupent la partie est, mais la ville, tu l'as vu, est découpée en plusieurs zones d'occupation qui sont françaises, américaines, britanniques et donc soviétiques. La question 2 était la suivante. Document 2, d'après Truman, quel est le but des Russes en lançant le blocus? La question trouve sa réponse de façon très simple dans le petit texte du président Truman. Pour les Russes, le but était évidemment de nous chasser de Berlin. Ce qu'explique Truman, c'est que les Russes veulent garder Berlin pour eux seuls. Cela leur semble logique pour plusieurs raisons. D'abord parce que Berlin se trouve dans la partie est de
l'Allemagne, on l'a déjà dit, qui est la zone d'occupation soviétique, et puis parce que ce sont les Russes qui ont libéré, si on peut dire, Berlin en 1945. La troisième question qui t'était posée était la suivante, elle porte sur les documents 1 et 2. D'après le texte et la carte, pour quelles raisons les Russes voulaient Berlin pour eux seuls? D'après vos connaissances, quelle sera la conséquence de l'échec du blocus? Encore une fois, on y a déjà répondu, si les Russes veulent Berlin pour eux seuls, c'est parce qu'elle se trouve dans leur territoire d'occupation, et parce que pour eux, c'est un symbole très fort du combat de ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, menée entre 1941 et 1945 contre l'Allemagne nazie. La conséquence de l'échec du blocus, ce sera bien évidemment en 1949 la séparation de l'Allemagne en deux États, RFA à l'ouest et RDA à l'est. Question numéro 4. Document 2. Pour Truman, quel est le grand risque que courent les deux camps avec le blocus? Truman est très clair. Ce qu'il te dit, c'est qu'il y a le risque toujours présent d'une réaction russe qui eût conduit à la guerre. En gros, Truman t'explique que dès qu'il y a une tension, cela peut dégénérer en conflit armé. Et ça, il veut l'éviter. Question numéro 5, document 2. Quelles conséquences positives a le blocus selon le président américain? Pour le président américain, le blocus a une conséquence très positive, c'est que comme les Russes ont agi de façon brutale par ce blocus, il n'y a pas eu forcément d'action guerrière, il n'y a pas eu forcément de mort, mais le blocus est une solution très radicale. Et bien cela a amené, c'est à la fin du texte que Truman le dit, beaucoup d'Européens à comprendre la nécessité de liens plus étroits entre les nations occidentales. En gros, ce que Truman explique, c'est que les Européens qui hésitaient à se mettre du côté américain ou du côté russe, eh bien ils ont compris qu'avec les Russes, ça ne se passerait pas forcément bien, et donc cela a poussé de nombreux pays européens dans les bras des Américains. On change d'époque puisqu'on passe au début des années 1960 et au document numéro 3, c'est la photographie de la construction du mur de Berlin en 1961, c'est la question 6 et la question est, dans cette photo, qu'est-ce qui montre que deux mondes s'opposent à Berlin? Lors de la construction du mur, tu vois d'un côté de la photo, on est à gauche à l'ouest et à droite à l'est, les gens qui se promènent et qui observent de façon un peu dubitative, très curieuse, la construction de ce mur. Dans la partie est, tu vois que la construction du mur se fait sous la surveillance étroite de policiers. En gros, cette photo est symbolique, justement, du mur de Berlin, puisque tu aurais la liberté à l'ouest et l'État dictatorial, l'État autoritaire à l'est. On passe à la question suivante, c'est-à-dire la question numéro 7. Document 4, selon Kennedy, à quoi servait le mur pour les communistes? De quoi le mur est-il la démonstration? Dans le texte, Kennedy est très clair. Ils disent que le mur a pour but d'empêcher les gens de fuir. C'est aussi d'ailleurs une des réalités de ce mur de Berlin, c'est-à-dire que les Russes l'ont effectivement construit, et avec les autorités est-allemandes, pour empêcher les gens de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Il y avait une fuite de population qui inquiétait beaucoup les gens. Mais pour Kennedy, donc, ce mur, c'est aussi le symbole, il le dit, de la faillite du système communiste. Pour lui, c'est un symbole que le communisme est forcément un échec, c'est sa démonstration. Voilà pour ces questions. Tu as donc maintenant, tu peux revenir en tapant 2 vignettes avant, un exercice d'écriture à faire. Tu dois montrer que le blocus de 1948 et la construction du mur font de Berlin un enjeu symbolique de la guerre froide. Pour faire cet exercice d'écriture, tu peux procéder de la façon suivante. D'abord, faire une introduction courte dans laquelle tu reprends les mots du sujet. Ensuite, faire un premier paragraphe dans lequel tu évoques le blocus de 1948 et sa conséquence de 1949, puis un deuxième paragraphe dans lequel tu évoques la construction du mur en 1961 et ce qu'il représente du point de vue du président américain Kennedy en 1963. Quand tu changes de vignette après les questions, tu as les deux documents que tu peux zoomer si tu en as besoin, mais normalement tu pouvais le faire sans trop de problèmes, et en changeant à nouveau, tu as la correction de ce développement construit très court que tu dois faire. Essaye de le faire tout seul, et puis après, si tu n'y es pas arrivé ou que tu t'es trompé, prends en note la correction. Je la lis. Les événements survenus à Berlin pendant la guerre froide font de la ville un enjeu symbolique de cette période. Tout d'abord, en 1948, les Russes tentent de chasser les Américains de Berlin par un blocus. Ils veulent ainsi imposer leur domination sur cette partie de l'Europe. Mais cela échoue, et en 1949, l'Allemagne est coupée en deux, Berlin se trouvant dans la partie russe. Ensuite, en 1961, les Soviétiques construisent un mur qui sépare Berlin en deux,
Pour le président américain Kennedy, lors de son célèbre discours de 1963, c'est le symbole de l'échec du communisme. En même temps, cela fait de Berlin un symbole de la liberté, que Kennedy illustre par cette phrase « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Une fois que tu as noté la correction, tu peux passer à la vignette suivante, qui est la dernière partie du cours, c'est un grand B. Tu peux changer de vignette à nouveau pour zoomer. Et noter le titre de ce grand B, la construction européenne, une volonté de paix en Europe. Une fois que tu as noté le titre, change de vignette, pour revenir sur une carte que nous avons déjà évoquée. Cette carte, elle te montre donc que l'Europe, finalement, est un peu au centre des tensions de la guerre froide, avec, tu viens de travailler dessus, la ville de Berlin. Il y a donc, au moment où la guerre froide démarre, un enjeu européen qui est très fort pour les États-Unis et l'URSS. En effet, chacun des deux grands pays essaye d'attirer le maximum de pays dans son camp. Et on l'a dit, pour le faire, on utilise une alliance militaire, l'OTAN pour les Américains, le pacte de Varsovie pour les Soviétiques, mais également des programmes économiques et des idées politique. Quand on parle de programme économique, cela signifie par exemple qu'on va essayer d'aider les pays européens à se reconstruire après les ravages de la guerre. Par exemple, les Français qui accepteront l'aide économique américaine qu'on appelle le plan Marshall vont pouvoir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mécaniser de façon tout à fait considérable leur agriculture. L'arrivée des tracteurs dans les exploitations agricoles françaises date véritablement de l'aide américaine. Tu vois donc en regardant la carte que l'Europe finalement est au centre de ces tensions. Tu peux changer de vignette pour arriver sur la trace écrite que tu peux noter. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ravagée. Libérée par les États-Unis et l'URSS, les Européens sont dépendants de ces imposants alliés. L'ouest de l'Europe est dans le camp américain, quand l'est se situe dans le camp russe. Une fois que tu as noté ceci, tu peux changer de vignette pour arriver sur un texte qui est la fiche numéro 2 et qui porte sur la déclaration Schuman. Il s'agit d'un texte écrit par Robert Schuman en 1950 et qui est une déclaration d'intention concernant, eh bien, tu vas voir quelque chose d'un peu particulier, qui est une forme d'alliance avec un autre pays européen. Je lis la déclaration, tu auras ensuite 5 questions auxquelles tu devras répondre. Je ferai comme tout à l'heure, je lirai le texte, puis je laisserai un temps, tu couperas la lecture, pour après avoir la correction aux questions. Déclaration de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, le 9 mai 1950. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En ce faisant, depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensable à l'établissement d'une communauté économique qui introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. Tu dois maintenant répondre aux 5 questions qui se trouvent sous le texte. En mettant en pause, tu peux interrompre cette lecture. Tu remettras pour écouter
La correction. La première question qui t'est posée est la suivante. Le rédacteur du texte pense-t-il que l'Europe peut se faire d'un coup? Comment faudrait-il faire selon lui? La réponse se trouve dans le 3e paragraphe. L'auteur explique que l'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Deuxième question, quels sont les 2 pays qui doivent absolument être au centre de cela et pourquoi? C'est à nouveau le 3e paragraphe qui te donne la réponse. Il s'agit bien sûr de la France et de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que ce sont 2 pays qui sont en guerre depuis près d'un siècle. C'est ce que souligne l'expression opposition séculaire de la France et de l'Allemagne. Troisième question, que propose le gouvernement français? Tu as là la réponse dans le 5e paragraphe. Le paragraphe commence par « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. » Quatrième question, que créera la solidarité de production? Cette solidarité de production est évoquée dans l'avant-dernier paragraphe, et cette solidarité de production, elle rendra en fait impossible la guerre entre les 2 pays. Qu'est-ce que cela permettra concrètement? C'est la question 5. Eh bien, cela permettra concrètement, tout simplement, la paix. En empêchant la guerre, on préserve la paix. Tu en termines donc avec les réponses à ces 5 questions. Tu vas changer de vignette pour arriver sur la trace écrite. Tu peux la noter. Le 9 mai 1950, Robert Schuman avance l'idée de regrouper les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier sous une même autorité. Selon lui, cela unira les 2 pays, ennemis depuis près d'un siècle, et cela empêchera les guerres entre eux. Cela jettera les bases de la paix en Europe. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, est effectivement créée en 1951. Tu peux désormais passer à la vignette suivante, il s'agit d'une photographie. Il va y avoir un peu de récit avant de passer à la dernière vignette, qui est une trace écrite, qui conclut le cours. Cette photo a été prise à Rome en mars 1957. Tu y vois un homme sur la droite de la photographie qui est en train de parler à un micro. Face à lui, d'autres hommes assis l'écoutent. Il s'agit des représentants de 6 pays qui, en mars 1957, signent le traité de Rome. Il s'agit d'un texte qui institue ce qu'on appelle la CEE, pour Communauté économique européenne. 6 pays, au premier rang desquels la France et l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, choisissent de lier leurs marchés, c'est-à-dire leurs espaces économiques, au sein d'un espace commun. En plus de la France et de l'Allemagne, tu trouves la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Avant d'en arriver là, du chemin a été parcouru depuis la création de la CECA en 1951. L'idée de construction européenne a par exemple subi des coups d'arrêt. En 1954, par exemple, la proposition de communauté européenne de défense reste lettre morte, malgré beaucoup d'engagements pris. L'idée d'avoir une armée européenne paraissait encore insupportable à de nombreuses personnes en Europe, en particulier des Français, qui ne se voyaient pas combattre auprès d'Allemands. La construction européenne prend donc du temps, mais en 1957, le traité de Rome lui donne une accélération tout à fait fantastique. Et tu arrives donc à la dernière trace écrite du cours que tu vas pouvoir noter. La volonté d'union des peuples européens est encore approfondie en 1957 avec la signature du traité de Rome. Ce texte crée la CEE, Communauté économique européenne. Celle-ci institue un marché commun et renforce les liens entre les pays qui la composent, France, RFA, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. La construction européenne est donc bien une initiative de paix dans un contexte international marqué par la rivalité entre les 2 grandes puissances. Tu en termines donc avec ce chapitre 5, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Tu vas pouvoir te lancer dans l'exercice d'écriture, le développement construit qui lui est joint, et que tu trouves sur le NT et sur Pronote, avant de passer au chapitre 6 consacré à la création des nouveaux États avec la décolonisation.